du truc. Donc, vous avez la gentillesse de citer d'autres sujets sur lesquels j'interviens. Protection de l'enfance, c'est fastoche par rapport aux droits des étrangers parce qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de technicité. Et puis, donc on est sur un droit complexe, évolutif. C'est pour ça aussi, je le disais, qu'on a du mal à élaborer des supports et même écrire des ouvrages parce qu'à peine avez-vous fini de l'écrire qu'il est déjà un peu caduque. Et on est sur un sujet extrêmement politique. C'est difficile d'aborder le droit des étrangers sans faire de la politique. Donc, vous m'excuserez parfois quelques sorties politiques. On a de temps en temps des gesticulations sur le droit des étrangers qui ne correspondent à aucune réalité du monde réel. Quand je fais des formations sur le droit des personnes en situation de handicap ou sur d'autres sujets, ce n'est pas des sujets politisés. D'ailleurs, des fois, j'aimerais bien qu'ils le soient un petit peu. Mais quand on est en droit des étrangers, voilà, les sorties sur l'aide médicale État, sur la nationalité, etc., tous les jours, on entend. Je ne sais pas si vous avez écouté le débat il y a quelques jours entre Bardella et Attal sur le droit des étrangers. Je crois que c'était la surenchère de conneries et des deux côtés de la table en décalage total avec la réalité sociologique, juridique, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, puisqu'on est sur la course aux électeurs et au populisme. Ce qui est assez amusant, je finis cette petite remarque introductive, c'est quand les populismes sont rattrapés par la réalité. Mélanie a fait campagne sur les immigrés, on n'en veut pas. Elle est obligée d'annoncer qu'il en faut 450 000 qui doivent rentrer en Italie dans les semaines et mois qui viennent. 450 000, un demi-million de migrants avec un gouvernement d'extrême droite. Je ne sais pas si vous voyez le décalage entre les annonces et le monde réel. Le monde réel. Voilà, donc vous m'excuserez de temps en temps quelques propos politiques et pourquoi pas polémiques. Vous avez évidemment la entière liberté d'exprimer votre désaccord quand je suis sur ce registre-là. Sur le terrain du droit, je serais tenté de dire il est ou il n'est pas. C'est pas maintenant. Vous pouvez avoir des convictions et on en a tous. Et je crois que c'est important d'avoir des espaces de discussion et de dialogue sur ces sujets-là. Alors, on va commencer par quelques principes autour de l'entrée sur le territoire, puisque ça commence par ça. Et du coup, en matière d'entrée sur le territoire, il nous faut tout de suite distinguer deux catégories d'étrangers. Bonjour. Bonjour, je suis un retardateur. Il y a ceux qui rentrent en France librement, sans visa, sous le couvert de leur passeport, voire même de leur carte d'identité. Et puis, il y a ceux qui ont besoin d'un visa pour rentrer sur le territoire. Qui rentre, d'après vous, librement sur le sol français? Alors, les Européens, hein, donc les 27, ont une liberté de... Et puis, on a plein de pays assimilés, qui ne sont pas UE, mais qu'on appelle en droit de l'Union européenne pays assimilés. La Suisse, qui est assimilée, la Norvège, le Liechtenstein, bon, c'est super galère à écrire, mais c'est pas grave. Et puis, ils ne sont pas très nombreux non plus. L'Islande, c'est facile à écrire, mais ils ne sont pas non plus très migrants, sont des pays assimilés, qui ont une liberté d'entrée. Et puis, vous avez des pays qui sont géographiquement européens, qui ne sont pas UE, qui ne sont même pas assimilés, et qui disposent d'une liberté d'entrée. Ça ne veut pas dire, je vais le reprendre plus loin, une liberté de s'installer, mais ils peuvent rentrer tout à fait librement. La Grande-Bretagne n'est plus UE, mais ils peuvent rentrer sans visa. Au passage, avec la réciprocité, vous pouvez aller à Londres sans visa. Ça avait été un grand débat quand les Anglais sont sortis de l'UE. Est-ce qu'on est sur un Brexit dur ou un Brexit mou? Vous vous rappelez la discussion? Brexit dur, c'eût été d'exiger qu'ils aient un visa pour rentrer même passer un week-end. Et là, ça aurait eu comme conséquence qu'il nous eût fallu la même chose en nous y rendant. Donc, on était plutôt sur une version soft, liberté d'entrée pour les Britanniques. Et puis, il y a des pays... alors, des petites principautés, Monaco, Andorre, Saint-Marin, le Vatican, des pays qui sont d'Europe de l'Est, avec non-exigence d'un visa d'entrée. La Serbie n'est pas dans l'UE.
ils n'ont pas besoin de visa. L'Albanie n'est pas dans l'UE, ils n'ont pas besoin de visa. Voilà, il y a comme ça toute une liste de pays. Je ne vais pas tous les reprendre, mais soyez pas étonnés qu'un Albanais ou qu'un Serbe soit rentré. Il n'est pas UE. Puis vous avez des pays de par le monde qui peuvent rentrer sans visa et qui ont en facteur commun d'être des pays riches. Parce que les États-Unis rentrent sans visa, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Brésil, le Mexique, Israël. En Asie, il y a 3 pays qui rentrent sans visa: Japon, Singapour, Hong Kong. On voit bien qu'on n'est pas... aucun pays africain ne peut rentrer sans visa. Voilà, donc il y a une liste, vous allez sur servicepublic.fr, vous tapez pays exonérés de visa, et vous comprenez du coup que certains rentrent tout à fait librement. Ça ne veut pas dire, je le reprendrai plus loin, le droit de s'installer, mais ça veut dire qu'ils prennent leur passeport. Et il n'y a pas toujours de réciprocité. Là, je me suis rendu à Tahiti il y a quelques semaines, j'ai dû passer par les États-Unis, alors que c'était juste pour descendre de l'avion, le temps de charger l'énergie de l'avion. Il m'a fallu quand même un visa pour foutre le pied sur le sol américain, une sorte de visa de transit, pour passer machin et remonter dans le même avion 1 heure après. Voilà, alors qu'un Américain a une liberté, évidemment. On entend de temps en temps les Français qui gueulent en disant pourquoi certains rentrent sans visa alors que nous, il nous faut un visa pour aller chez eux. Bah, c'est à peu près ce que ressentent tous les ressortissants africains, puisque du coup, là, dans ce sens-là, il y a eu dans le Monde Diplo, non, c'était dans le Courrier international l'été dernier, ils ont fait un dossier extrêmement intéressant, c'est-à-dire pays par pays par la planète. Dans combien de pays un Français peut-il se rendre sans visa? Il y a à peu près 200 pays dans le monde, à peu près à la louche. Nous pouvons nous rendre dans 175 pays sans visa. Alors, par exemple, je vous ai dit, bon, il nous faut un visa pour les États-Unis. L'Algérie, tiens, il nous faut un visa. Ça fait partie des 25, peut-être. Bon. Le pays, j'ai appris ça à cette occasion, qui a le plus grande liberté de circulation, c'est Singapour. Ils peuvent se rendre dans 190 pays sans visa. À l'inverse, un Sénégalais peut aller dans 60 pays sans visa. Un Tunisien peut aller dans 75 pays sans visa. Étant franco-tunisien et ayant beaucoup d'amis et de famille en Tunisie, quand je discute avec les Tunisiens, ceux qui ont des moyens, ils me disent l'Europe, c'est compliqué, on ne peut pas partir pour un week-end, machin. Et tous les amis tunisiens, quand ils veulent voyage de noces ou autre, ils vont où? Istanbul, en Turquie. Parce que la Turquie, pas de visa pour un Tunisien. Donc, ceux qui ont des moyens pour aller faire du shopping ou autre, les taux est restreint. Et donc, voilà. Donc, je disais, il y a une liberté de circulation qui, évidemment, est extrêmement variable et ça fait partie des combats que l'on mène, nous, aux justices, sur l'égalité en matière de liberté de circulation, c'est-à-dire poser le principe qu'on devrait avoir à peu près tous, ça peut sembler naïf, mais les mêmes libertés de circulation. Je ne vois pas en quoi je peux me rendre dans certains pays, par exemple aller au Maroc sans visa, et un Marocain, lui, doit déposer un dossier avec plein de justificatifs pour venir ici. Ça peut sembler naïf, mais en tout cas, c'est des combats qu'on continue à mener. Et puis, rendre sans visa, ça vous en avez probablement déjà vu, des gens qui ont des titres de séjour dans un pays de l'Union européenne. Ils ne sont pas UE, mais ils ont un titre de séjour délivré dans un pays voisin. Par exemple, le Tunisien qui a une carte en Italie, l'Égyptien qui a une carte en Italie, le Marocain qui a une carte en Espagne. Il n'est pas espagnol, il peut rentrer en France sans visa, par contre, il ne peut pas rester. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, il bascule dans l'irrégularité. Alors, une irrégularité qui pourra ne pas être connue, parce que s'il se fait contrôler par un flic, celui qui a une carte en Italie ou en Espagne, il dit « je viens d'arriver hier », il n'y a aucun moyen pour le policier de savoir que l'intéressé, il a dépassé le délai de 3 mois. Aucun moyen. En vérité, la principale sanction au séjour irrégulier du Tunisien ou du Marocain qui a une carte dans un pays voisin, c'est qu'il n'a pas le droit de travailler et qu'il ne pourra ouvrir aucune aide sociale puisqu'il est considéré comme ne résidant pas sur le sol français. Juste à côté de chez moi, là, j'habite à Colombes, il y a un marchand de sommeil libanais qui loue des studios, des taudis
à des Égyptiens qui ont des cartes italiennes. Ils font plus de la moitié de l'année en France, au gré des chantiers ou autres. Ils travaillent ici au black. Ils retournent en Italie pour les renouvellements de leurs titres. Et quand je les vois le matin sur le quai de gare aller sur Paris, même pas peur du contrôle d'identité, puisqu'ils peuvent présenter la carte italienne ou espagnole et dire je suis arrivé la semaine dernière. Il n'y a pas de coup de tampon, vous rentrez, puisqu'on est dans l'espace Schengen. J'ai rencontré l'autre jour des Congolais qui avaient des titres en Belgique. Ils ont le droit de séjourner en Belgique, ils n'ont pas le droit de séjourner en France. Sauf que du coup, pour rentrer de la Belgique à la France, il y a 110 points de passage dans la frontière franco-belge et vous ne voyez pas de douanier. Voilà, il n'y a pas le truc avec machin, tatatat. La fois que je me suis rendu en Belgique, j'ai pris non pas l'autoroute pour revenir, mais une route départementale. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais revenu en France. Et c'est ma compagnie de téléphonie mobile qui m'a notifié le fait que j'étais revenu en France, c'est-à-dire bienvenue sur le réseau machin, tatata. Ça faisait déjà 10 bornes que j'étais en France et il n'y avait pas la petite plaque avec le petit douanier, machin, tatata. Donc tout ça pour vous dire que on a des gens effectivement qui ont des titres valables dans des pays voisins, qui rentrent, s'installent de fait, peuvent pas demander de logement social, peuvent pas demander à travailler, mais sont là et personne ne peut dire combien ils sont par définition. Vous en avez déjà rencontré des situations comme ça avec des gens qui ont des titres dans des pays voisins? Oui. On ne sait pas, on ne contrôle pas oui, c'est ça. Non, mais du coup, les inscriptions, mais on arrive parfois à savoir de façon. Quand on discute avec eux, sur ce genre de situation. Bonjour. Bonjour. On sait qu'il y en a. Oui, non, bien sûr, mais bon. Pardon? Ouais. Italie, ouais. Alors, il y a un petit piège auquel parfois on est confronté pour ceux qui ont des titres en Italie. C'est que la carte de séjour italienne, c'est pas marqué carte de séjour italienne. C'est marqué carte d'identité italienne. Et il faut aller en bas à gauche pour voir nationalité, par exemple tunisienne ou marocaine. Donc, carte d'identité, en France, quand vous avez une carte d'identité, ça veut dire que vous êtes national, vous, monsieur. La carte d'identité italienne ne dit pas que vous êtes italien. Et donc, il y a parfois, moi j'ai rencontré l'autre jour un monsieur tunisien, il a été embauché par un employeur, il a présenté ça, l'employeur a pensé qu'il était italien. Il n'est pas italien, il y a une petite mention en bas qui est nationalité tunisienne. Je dis, écoutez, si ça passe comme ça, voilà, c'est pas vrai sur les autres cas. En Espagne ou en Allemagne, la carte de séjour, c'est bien une carte de séjour, alors qu'en Italie, ça porte cet intitulé-là qui peut créer quelques confusions. Ce que je suis en train d'évoquer là, il y en a beaucoup, il y en aura de plus en plus, pour des raisons évidentes. Vous avez des gens qui ont eu un titre dans un pays, et puis ils ne s'étaient pas spécialement attachés à ce pays, il n'y a plus de boulot, donc ils se disent, bon, à un moment donné, voilà, je vais aller dans un autre pays pour trouver du travail. On a des gens qui ont eu un titre dans un pays et puis qui se barrent parce qu'ils sentent que l'ambiance devient un petit peu compliquée, surtout quand on est minorité visible. J'ai vu des gens qui avaient des cartes en Italie, ils se sont dit gouvernement d'extrême droite qui prend le pouvoir, etc. Il est temps de se barrer. J'ai vu des gens qui avaient eu des cartes de séjour en Hongrie. À un moment donné, ils disent on plie bagage, en pensant naïvement l'Europe. Donc, si j'ai un titre dans un pays, je peux m'installer dans n'importe quel pays, ce qui factuellement n'est pas le cas. Vous pouvez circuler, mais pas vous installer. On risque d'avoir d'ailleurs, y compris là, comme Mélanie, elle a dit, on a besoin de 450 000 étrangers, des gens qui vont venir en Italie par cette porte d'entrée-là et qui après, en vérité, n'ont pas de velléité à rester en Italie et vont vouloir ensuite aller qui en France, qui ceci ou cela. Elle ne peut pas les enfermer pour les empêcher de sortir de l'Italie. Et donc, ça risque. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a certains gouvernements en Europe qui gueulent contre elle en disant vous allez en faire rentrer 450 000 et après, ils vont venir chez nous. Factuellement, c'est vrai, puisqu'à l'intérieur de l'espace européen, on ne peut pas assigner à résidence les 450 000 personnes par définition.
Voilà, donc je disais, vous avez compris, donc qui peut rentrer librement sans visa, et puis les autres étrangers, je ne vais pas vous faire la liste des autres pays, il leur faut un visa pour rentrer sur le sol français. Alors, visa délivré par les autorités consulaires françaises, avec une petite remarque quand même, ça pose une question quand même sur le service public. Sous-traiter la préinscription des demandes de visa à des structures privées dans nombre de consulats, des boîtes privées, qui s'appellent TLS Contact, ceci ou cela, c'est-à-dire que votre dossier, votre demande de visa, vous ne le faites pas à l'ambassade ou au consulat, vous passez par un organisme privé qui vous facture le dépôt du dossier, mais l'organisme privé ne délivre pas le visa. Il reçoit les photocopies, etc. Et puis après, la boîte, elle va amener au consul la pile de dossiers, sauf que c'est facturé. Vous avez déjà entendu parler de TLS Contact ou autres, ces organismes? Alors, ils portent des intitulés variables selon les pays. Il y a un tel organisme au Sénégal, tel autre qu'à la Guyane. Okay. Sous-traitance par l'État. Ça existe en France pour avoir des visas pour aller dans certains pays. Oui, mais voilà, je dis l'idée que ça soit parce que moi j'ai des amis tunisiens, ils disent on a payé le dépôt du dossier auprès de la France. Je dis non, c'est pas le consulat qui vous fait, le consulat vous fait payer le visa, pas le dépôt du dossier. Sauf que le consulat a sous-traité. Et si vous allez sur Internet, faites une petite recherche. Par exemple, le TLS qui est implanté dans plein de pays, donc il y a un coût qui est conséquent pour déposer sa demande. Et vous pouvez prendre même la formule TLS Premium. Alors, TLS Premium, ils vous font les photocopies eux-mêmes sur place. Et vous pouvez même avoir un café parce que vous avez pris la formule Premium. Donc, les gens se disent, je vais prendre le truc VIP, comme ça, je suis sûr d'avoir le visa. Sauf que, en fait, eux, ils ne font que prendre le dossier et après l'amener au consul. Bon, voilà. Donc, il y a une sous-traitance libérale. C'est obligatoire ou bien... Ah oui, vous ne pouvez pas. Non, la formule Premium, elle n'est pas obligatoire. Oui. Par contre, vous êtes obligé de passer par ces ordres. Ah non, 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 c'est fini. Voilà, on a sous-traité la préinscription à la demande de visa, ce qui n'est pas sans poser des questions sur la question du service public. Alors, oui, mais bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Il y a du pot de vin. Alors, voilà. En Algérie, je pense que c'est TLS. Ouais. Moi, j'ai vu là l'autre jour en Tunisie, sur Internet, il y a une agence de voyage tunisienne qui est la plus grosse agence de voyage. Sur leur site, c'est marqué depuis des années, nous sommes en lien direct avec TLS, nous avons des partenariats avec TLS, achetez vos billets chez nous et ils garantissent que, bon, sauf que TLS ne délivre pas le visa. Donc, même s'ils ont des partenariats, peut-être qu'au lieu d'aller physiquement à TLS, je vais déposer mes documents à l'agence de tourisme en question. Et de toute façon, ça ne change rien sur le fait que, bon, donc il y a effectivement des pots de vin ou de la corruption, ça malheureusement, on n'est pas à l'abri. Une fois que je vous ai dit ça, pour les visas, il y a deux catégories de visas pour les gens qui rentrent. Hein, il y a les visas qu'on appelle des visas de long séjour. Hein, visas de long séjour, et puis on va parler ensuite des visas de court séjour. Alors, les étrangers qui rentrent en France légalement, hein, donc pour ceux qui ont besoin d'un visa de long séjour, visa de court séjour, ça c'est déterminant sur la suite du parcours du migrant. Visa de long séjour, c'est un visa d'installation pour quelqu'un qui a un droit préalablement reconnu depuis son pays à s'installer sur le territoire français. Je dis bien préalablement reconnu, c'est-à-dire que c'est toute une démarche préalable et au bout du bout, si c'est accepté, on vous donne le visa de long séjour. Qu'est-ce que vous connaissez comme hypothèse, merci monsieur, de délivrance de visa de long séjour? Quelles sont les catégories de personnes qui viennent s'installer? Non, ils n'ont pas besoin de visa. Les étudiants. Hein, il y a les étudiants qui viennent en visa de long séjour. Quand je dis long séjour, c'est plus de 3 mois. Donc, il y a les talents, alors, ça peut être les passeports talents, effectivement. En nombre, ils ne sont pas nombreux. Pour moi, les plus talentueux, ce sont ceux qui arrivent à rentrer illégalement. Vraiment, là,
Il faut vraiment beaucoup de talent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ceux qui rentrent? Alors, les malades, c'est quelques visas de court séjour. Des gens peuvent être régularisés pour des motifs médicaux, mais je ne connais personne qui a obtenu un visa pour se faire soigner. Donc, c'est pas des titres de séjour pour se faire soigner, oui, mais en fait, ils ne sont pas rentrés avec un visa au titre des soins. Alors, certains rentrent légalement, ou ils rentrent avec un visa de court séjour, officiellement pour visiter la Tour Eiffel ou voir un ami, et en vérité, ensuite, non, les visas de séjour, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a tout ce qui est lié au travail. Vous avez un certain nombre de personnes qui, chaque année, rentrent au titre du travail. Alors, ça peut être plus ou moins durable, ça peut être des saisonniers dans tel endroit, puis ça peut être des entreprises qui ont obtenu l'autorisation, qui disent on a besoin d'eux, et on a comme ça, chaque année, des gens qui viennent au titre. Mais ce n'est pas la personne qui arrive en France en disant je veux travailler. Il y a l'employeur qui a fait des demandes d'autorisation, on a vérifié que, etc. C'est une procédure très lourde. On a surtout tout ce qui est immigration familiale. Les gros contingents, c'est le regroupement familial. Regroupement familial, c'est un visa d'installation. Alors, quand je dis regroupement familial, j'ajoute également les conjoints de Français. Vous parle, vous êtes français ou française, vous mariez avec un étranger, il peut venir s'installer avec un visa de non-séjour. La petite différence avec le regroupement familial, c'est que le regroupement familial, on va vérifier vos revenus, votre logement, etc., etc. Alors qu'un Français SDF peut faire rentrer son épouse sénégalaise, ce qui n'est pas possible pour un Sénégalais lui-même. Vous voyez, donc un conjoint de Français, c'est beaucoup plus souple pour faire rentrer son conjoint que pour un étranger. Donc le regroupement familial, le conjoint français, il y a également ce qu'on appelle la réunification familiale. Ça vous parle ou pas, la réunification familiale? Non, vous n'avez jamais entendu le terme? Et par ailleurs, vous avez aussi une nouvelle catégorie entre le regroupement familial et le conjoint français. Vous avez des gens qui sont déjà installés dans sa famille, mais qui gardent, pour une raison XY, leur nationalité. Et ça ne s'appelle plus, ils ont mis en place une troisième catégorie intermédiaire entre les deuxièmes, je ne me souviens plus du nom. Ouais. C'est très compliqué. Je connais une personne, ça a empêché de se retrouver dans la plateforme qui gère ça, parce que c'est géré par les plateformes de la préfecture, et qu'une fois que vous êtes sur la plateforme, si vous remplissez mal, vous cochez la mauvaise case, je vois pas vous repartez. Je l'ai gardé, je vais vous dire, j'ai les papiers. Effectivement, je suis intéressé, je vois pas, mais j'ai fait photocopie de ces dossiers. Alors, réunification familiale, c'est la famille du réfugié. Quelqu'un qui a eu l'asile peut faire venir sa famille, ça c'est la Convention de Genève, et le terme qu'on utilise, c'est réunification familiale. C'est beaucoup plus souple que le regroupement familial, parce qu'il n'y a pas les conditions de logement et de ressources. Vous comprenez, c'est-à-dire que c'est un droit, même si vous êtes au chômage, on parle de réunification familiale. Tout ça additionné là, à la louche, c'est entre 150 000 et 200 000 personnes chaque année qui viennent s'installer légalement en France. Alors évidemment, si on a envie de faire flipper l'opinion, on dit c'est l'équivalent de la ville de je sais pas quoi, etc., etc. On oublie de parler, quand on parle des entrées, des sorties. Il y a des gens qui repartent à l'issue de leur contrat de travail, de leurs études, au moment de leur retraite. Et puis, vous avez des gens qui sortent de la catégorie étranger au terme d'un long processus d'intégration parce qu'ils sont naturalisés, etc., etc. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, la population étrangère n'a pas le pourcentage augmenté depuis les années 30? On est à 8% d'étrangers. C'est qu'on a ceux qui rentrent et ceux qui sortent physiquement ou qui sortent statistiquement parce qu'ils sont devenus français. Ça va, vous comprenez? Donc, il n'y a pas de quota, mais il y a un système d'auto-régulation, en quelque sorte, qui fait qu'il y a des arrivants, et puis il y a des gens qui sont, eux ou leurs enfants, devenus français. Donc, les pays où il y a le plus d'étrangers en Europe, dans les pays voisins, c'est la Suisse ou l'Allemagne, parce qu'ils ont les entrées, mais ils ne donnent pas la nationalité, ou plus difficilement. Et donc, du coup, ils sont à 11 ou 12% d'étrangers
parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes logiques que la nôtre. Donc, voilà, en France, je voulais vous rassurer, nous ne sommes pas envahis, hein, parce que quand on écoute CNews ou Hanouna, on a l'impression que tout va à volo et que nous sommes envahis par des déferlantes de migrants. 200 000, c'est une capacité d'absorption tout à fait possible pour un pays comme le nôtre. Franchement, c'est assez ridicule en nombre. Et ces 200 000, de fait, on ne peut pas les diminuer. On a entendu lors de la présidentielle des candidats dire « votez pour moi, immigration zéro ». Zéro. Alors, étudiants, ça a été tenté. Il y avait eu des augmentations des frais d'inscription, etc., etc. Là, dans la loi Darmanin, il voulait que les étudiants étrangers soient tenus de laisser une caution, etc., etc. À chaque fois que ça a été tenté, on s'est foutu à dos toutes les universités, etc. Parce que quand on parle d'étudiants étrangers, on ne parle pas de quelqu'un qui vient passer un BEP ou un CAP. On parle globalement d'élites qui, dans les domaines divers et variés, de la recherche ou autres, viennent et parfois on se bat pour qu'ils restent. Et ce qui, au passage, participe de la fuite des cerveaux dans leur pays d'origine. Parce que si vous avez quelqu'un qui a fait toutes ses études dans son pays et qui vient juste valider son post-doctorat ici et qui ensuite signe un contrat ici, les pays en question l'ont mauvaise. Je prends un pays comme l'Inde qui a tout misé sur l'informatique ou autre, les gamins tout petits, machin, sauf que du coup, l'Inde se fait spolier ses informaticiens. Et il y avait même un parti nationaliste indien il y a quelques années qui disait il faudrait pouvoir taxer nos compatriotes qui s'installent dans d'autres pays pour qu'ils remboursent tout ce qu'on a investi sur eux sans pouvoir avoir le retour sur investissement. Est-ce que vous avez en tête, par exemple, qu'il y a plus de médecins togolais ou béninois en France qu'au Togo ou au Bénin? Voilà, donc c'est des réalités qui sont préjudiciables au pays en question. Donc on n'a pas d'intérêt à restreindre les venues des étudiants dans quelque domaine que ce soit. Et même s'ils repartent, les étudiants, parce que certains repartent, la France a un intérêt à ce que des gens viennent faire des études ici, parce que ensuite, la France, c'est leur pays de cœur, de relations amicales ou autres. Moi, j'ai un ami qui a fait ses études de gestion en France, il est maintenant installé en Tunisie. Il a des potes de promo et quand il a besoin d'acheter du machin, etc., il vient en France, ça participe de la balance commerciale. J'ai un ami tunisien qui a fait une formation de haut niveau militaire à Saint-Cyr. Vous savez que les grandes écoles en France, Sciences Po, l'ENA, etc., à son petit pourcentage. Sciences Po est largement supérieur. Oui, bon, toujours à Albi, à l'école des mines, dans toutes les grandes écoles, il y a un pourcentage. Lui, il a fait Saint-Cyr. Saint-Cyr, aujourd'hui, il est général numéro 3 ou 4 de l'armée tunisienne. Et quand il a besoin de renseignements sur ce qui se passe dans le désert à tel ou tel endroit, il téléphone à son copain de promo qui est général français. Ça participe aussi du rayonnement, des stratégies de la France. Bon, on pourrait s'amuser, je l'avais fait il y a quelques années, il faudrait le refaire. Le nombre de chefs d'État africains qui ont fait leurs études en France et qui sont mariés avec des Françaises, bah derrière, ils sont plutôt francophiles et pas francophobes. Parce que la France, c'est leur pays. Et donc, du coup, ça se joue derrière dans les relations. Donc, stratégiquement, c'est difficile. Limiter l'immigration de travail, on pourrait. On pourrait. Par contre, on se met à dos le patronat. Le patronat est pro-migration, par définition. Par définition, pour deux raisons. D'abord parce que il y a des métiers où on n'arrive pas à recruter. Et puis, mais ça c'est aussi vieux que l'histoire des politiques migratoires, même si on arrive à recruter, ça permet l'étranger de tasser les revendications salariales, syndicales ou autres. C'est-à-dire, du coup, vous faites rentrer des gens qui vont signer des contrats, qui ne vont pas se mettre en grève, qui ne vont pas ceci ou cela. Et ça a toujours existé. À l'époque des Polacs, qu'est-ce qu'on disait? Briseurs de grève. Les Rital, mais les Polacs, c'était les briseurs de grève. C'est comme ça qu'on les appelait. Dans les mines hautes, dès que la CGT montait au créneau, on faisait rentrer des Polonais
qui se faisaient insulter. Les pauvres, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de briser un mouvement social. Et aujourd'hui, vous avez des patrons qui disent dans quelques domaines, si vous faites chier, je vais faire rentrer alors soit des étrangers extra-communautaires, soit même à l'intérieur de l'UE, dire des Polonais ou des Roumains vont venir, voire même on va délocaliser. Et ça veut dire que là, on utilise l'étranger. Je ne sais pas si vous recevez comme moi des appels téléphoniques à 18h avec une femme qui a un accent du bled et qui dit « je m'appelle Sylvie », etc., etc. C'est parfois même des entreprises publiques ou péripubliques comme Orange ou autres qui délocalisent leur plateforme. Alors, tous les métiers ne sont pas délocalisables, mais il y en a plein. Et donc, le chantage de « vous ne voulez pas travailler, vous voulez ceci ou cela », vous inquiétez pas, soit on fait rentrer des étrangers, soit on va à l'étranger. Donc, voilà, le patronat, Trump s'en est rendu compte très vite. Quand il a annoncé qu'il allait fermer les frontières lors de son premier mandat, il s'est foutu à dos, non pas le bouseux américain, trumpiste, etc. Toutes les grandes entreprises étaient profondément hostiles à Trump parce que les grandes entreprises, elles sont pro-circulation du patrimoine, des migrants, etc., etc. Donc, on ne peut pas, de fait, lors de la dernière présidentielle, le MEDEF avait auditionné tous les candidats à la présidentielle et il y avait un très beau papier dans Le Monde. On interrogeait du coup les gens du MEDEF et ils ont tous dit on ne votera pas Marine ou Zemmour avec ce qu'on vient d'entendre. Ils se tirent une balle dans le pied parce que dans un certain nombre de métiers, le numéro 2 ou 3 du bâtiment en France, qui est un des frères Sarko, il est pro-migrant. Hein. Il est pro-migrant par définition. Alors, cette immigration-là, celle qui touche à la famille, celle-là, on aimerait bien la restreindre, mais je vous ai dit tout à l'heure, pour ouvrir mon propos, c'est un droit de l'homme. Hein. Faire venir des étrangers pour travailler ou faire des études, ce n'est pas un droit de l'homme. Vous savez, donc on pourrait juridiquement porter atteinte à ces deux catégories-là, mais c'est politiquement qu'on ne peut pas le faire. Cela, politiquement, on pourrait le faire. Dans l'opinion, dire on ne fait plus venir les familles, le fameux discours sur il y a une immigration choisie. Et quand on dit immigration choisie, il y a une immigration qui s'impose à nous. Alors ça va, vous comprenez, c'est dit de manière euphémisée. Et celle qui s'impose à nous, c'est l'immigration familiale, dont on ne veut pas. Je dis on étant un on politique, pas nous ici autour de la table. Immigration familiale, on n'en veut pas. Sauf que les droits de l'homme empêchent de porter atteinte à cette immigration familiale, qu'on le veuille ou non. Alors ça, vous comprenez. Donc ça, c'est intouchable pour des raisons juridiques. On peut restreindre, c'est-à-dire du coup réglementer, dire on va augmenter la superficie du logement, des ressources, mais on ne peut pas dire vous ne pouvez pas vivre en famille. Et je crois que chacun ici autour de la table peut le comprendre. Vous installez à l'étranger ou même à l'intérieur de la France, parce qu'il y a aussi de la migration à date, vous avez normalement à un moment donné envie d'être rejoint par votre famille. Je crois que il n'y a pas besoin de longs commentaires sur la question du droit de vivre en famille, qui est un droit absolument sacré. Donc je voulais vraiment, je finis là-dessus, qu'on ait en tête qu'on ne peut pas, immigration zéro, c'est un vieux fantasme, c'est de fait impossible. Impossible. Donc on ment aux électeurs quand on dit on y arrivera. Enfin, ce genre de choses, c'est raconté dans tous les journaux, comme vous citez. Là, j'ai pris celui de. Ça s'appelle. Comment il s'appelle Le 1, ouais. Le 1, voilà. On voit très bien. Le problème de l'immigration, globalement, ça n'intéresse pas grand monde. Hein, c'est pas le problème, ça n'intéresse pas les Français. Apparemment, seul le pouvoir d'achat les intéresse, mais on ne parle que d'immigration. Tout à fait. Et parce qu'il y a des. Mais quand je dis on ne parle, ce n'est pas que les gouvernements, c'est aussi tous les autres. C'est-à-dire que sur les chaînes que vous citez, et alors sur les plateformes, alors là, c'est un déversoir à vraiment à vomir. Et en plus, ça inquiète toute une jeunesse qui voit le monde de manière pessimiste, parce qu'il voit le monde de manière fermée, alors que le monde, par définition, c'est un monde ouvert. La même chose pour la fermeture des frontières. Alors là, essayer de démonter le fantasme de la fermeture des frontières. De l'appel d'air. De l'appel d'air. Non, mais c'est truffé de lieux communs qui sont véhiculés en boucle. Bien, mais pourquoi n'entend-on pas ce que vous dites? Parce que c'est clairement dit, c'est voilà,
c'est pas une pensée audible. Après, ça s'auto-alimente. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu l'œuf et la poule. Il faudrait faire de la sociologie. C'est-à-dire que du coup, les médias véhiculent, donc les peuples pensent ça. Du coup, les politiques reprennent. Ça s'auto. Voilà. Quand Darmanin présente sa loi Darmanin en disant 80% des Français sont hostiles à l'immigration, donc il est important de. Alors, je ne sais pas d'où il sort ce chiffre de 80%, mais allez, je vais un peu provoquer. Si on raisonnait sur les pourcentages, 80% des Français étaient hostiles à la réforme des retraites. Etc. Et pour autant, il a décidé, le gouvernement, de braver l'opinion majoritaire en disant le principe de réalité doit faire que même si 80% pensent que cette réforme est nulle, elle est bien pour vous. Et là, d'un seul coup, quand on est sur l'immigration, l'argument c'est inverse en disant, vous comprenez, on doit écouter ce que le peuple dit quand ça nous arrange et répondre à... Ça s'auto-alimente, c'est un peu compliqué, mais voilà, en tout cas, immigration zéro, de fait, même Mélanie est obligée de revoir sa copie. Et c'est intéressant d'ailleurs lors des débats récents où Bardella ou autres, qui sont proches de Mélanie, se font, ou Marion Chin. Alors, vous êtes proche de Mélanie, vous avez entendu les chiffres? Elle en a fait rentrer, machin, tatatat. Et là, ils sont super dans la merde parce que. Bon, vous voulez dire. Ça s'auto-alimente entre les médias, la politique, les intérêts économiques. C'est surtout qu'il faut voir à quel point les médias en France sont détenus, sont concentrés. Bien sûr. C'est 7 personnes qui détiennent 90% des médias. Bien sûr. Et qui ont une connivence directe avec les politiques. Donc en fait, la première chaîne de télé. Non, bien sûr. La première chaîne de télé, donc Bouygues, qui a un discours sur l'immigration que vous connaissez, et en même temps, c'est une entreprise du BTP qui a raflé 80% des marchés de la construction des centres de rétention. Non, vous voyez, c'est que du coup, il dit faut enfermer sur TF1, on dit faut enfermer les étrangers. Hein, là, on est en circuit court, et c'est lui-même qui derrière. Bon, donc effectivement, on pourrait comme ça. C'est pas ma compétence principale, mais en tout cas, voilà, on peut pas diminuer. On doit acter du fait que c'est. Il y a la deuxième et troisième génération. Effectivement. Il y a peu de moyennistes dans certains quartiers. Donc, les gens où vous râlez ou vous râlent, ils sont français. Exactement. Ils sont nés en France, ils ont fait. Bien sûr. Et puis. Les 3/4 du temps, ils baragouinent très mal dans leur langue d'origine. Tout à fait. Parce que même si à la maison on parle l'arabe ou on parle le pachoun, je ne sais pas quoi, pour l'arabe, eux, ils baragouinent. On les entend dans le micro. Oui. D'arabe, pas en français. Oui, et puis. C'est cette langue. Ils ne sont pas marocains, ils sont français, comme nous. Ils n'ont pas la même tête. Ah, c'est ça. Non, puis j'ajoute à votre propos, c'est que du coup, il y a un effet de visibilité. C'est que du coup, comme les migrants ou leurs enfants sont concentrés sur un certain nombre d'heures, et moi j'ai eu une chance, mon métier m'amène à me balader dans toute la France, il y a des villes entières, c'est blanc de blanc, excusez-moi de le dire en ces termes. Alors c'est sûr que si vous dites à un Français, si vous dites à un Français, il y a 8% d'étrangers, en France, et que le mec, il prend le métro Gare du Nord à 18h, il va dire, on ne nous dit pas tout. Hein, je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends. Donc voilà, celui qui habite à Barbès, il ne peut ne pas croire le chiffre que je viens de donner. Par contre, celui qui habite à Vannes, j'étais l'autre jour à Vannes, j'ai passé 3 jours à Vannes, je n'ai pas vu un noir. 3 jours à Vannes, et je n'ai pas vu un maghrébin. Et au bout de 3 jours, j'ai enfin trouvé un arabe, c'était le seul kebab au centre de ville de Vannes. Je lui dis, putain, je suis super content de vous rencontrer. Il me dit, vous aimez bien les kebabs? Sinon, j'aime bien les arabes, ça fait 3 jours que j'en ai pas vu. Donc, si vous allez à Vannes, vous allez au kebab centre-ville de Vannes, c'est le seul îlot. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Il y a un effet, effectivement, quand on est en Île-de-France, qui, évidemment, ou à Marseille ou à Lille, mais il y a plein de villes où la question ne se pose évidemment pas du tout
du tout. C'est pas forcément dans ces villes-là qu'il y a moins de résistance. Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr. D'impact des discours. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est toujours la peur de l'autre, celui qu'on ne connaît pas. Alors, voilà, donc simplement, ce que je voudrais qu'on retienne là-dessus, pardon, vous aviez une petite remarque. Il ne faut pas croire, mais il y a des formations élitistes, mais en ce moment, les refus de visa de toutes les ambassades, c'est un record. Là, ça fait record de 60%. Donc, le mythe, après, on a les grandes écoles, on a ce qu'on appelle Sciences Po, etc. Je le connais parce que je suis à la fac, j'ai fait médecine avec des étrangers aussi, donc il y avait un pôle étranger. Là, je suis dans une fac d'éco-gestion, etc. J'ai beaucoup d'étrangers qui veulent venir. Et c'est la première fois, on a failli fermer la formation parce qu'on passe notre temps en fait, à monter des dossiers refusés par les ambassades. Donc aussi les étudiants, tout le monde n'est pas accepté. Ah oui, non, bien sûr, vous avez complètement raison. Ça, c'est de formation de flux pour leur permettre d'accéder aux études, c'est le record que cette année on va maintenir. Et les dossiers sont montés, on passe notre temps à faire des dossiers de remboursement. Et donc, oui, l'étudiant dans les grandes écoles est plus haut. Bien sûr. Mais ça devient de plus en plus compliqué, c'est tout à fait. d'avoir des ambassades. Tout à fait. Non, mais vous avez complètement raison. Les étudiants, c'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous devez le savoir, il y a ce qu'on appelle des visas qui permettent juste pour passer un concours de venir une journée ou deux. Parce qu'il y a des écoles, pour pouvoir y rentrer, il faut quand même qu'à un moment donné, on teste votre éligibilité A. Il y en a qui n'obtiennent pas ce visa, qui est un visa très court, de 2 ou 3 jours pour aller passer machin, tatatat, et ça les bloque de fait. C'est ce que vous avez appelé tout à l'heure, c'est une balle dans le pied. Ah oui, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, mais alors, les visas de non-séjour, depuis 2011, ça vraiment, il faut l'avoir en tête, il y a eu une simplification. Pendant la première année, ils n'ont plus à aller chercher une carte de séjour en préfecture. C'est ce qu'on appelle le VLSTS, visa de non-séjour, valant titre de séjour. Ça veut dire que pendant un an, avant, il fallait aller en préfecture chercher une carte qui, de toute façon, leur a été accordée. Pendant un an, leur visa vaut titre de séjour. Ils ont juste, quand ils arrivent en France, à aller à l'OFII, l'Office d'immigration, faire tamponner le fait qu'ils sont bien rentrés, mais il n'y a pas de carte de séjour la première année pour eux. S'ils vont en préfecture, ils se font virer de la préfecture en disant « vous n'avez pas besoin ». Donc, celui qui rentre par le regroupement familial ou conjoint de français, il rentre avec un visa de non-séjour qui, pendant un an, se substitue au titre. C'est à l'intérieur du passeport, c'est un visa, sauf qu'il vaut titre de séjour pour peu qu'il soit juste allé le faire tamponner à l'OFII, et puis je vais en reparler plus loin, pour certains, qu'il soit passé par le contrat d'intégration. Je vais en dire un petit mot plus loin. Ça va donc, vous comprenez, exonération de titre la première année, pour eux, c'est une simplification, sauf que comme elle n'est pas bien connue, parfois ils se retrouvent en galère, parce que quand ils vont voir un employeur, l'employeur dit « il est où ta carte ?» « J'ai pas de carte, j'ai ça. » « Ah bah non, j'ai l'habitude, tu sais, j'ai travaillé avec des étrangers. » Et puis parfois, ils vont dans un service social pour ouvrir un droit. Et le service social, je prends l'exemple de la CAF, qui n'est pas au courant du fait que le visa vaut titre, dit il faut une carte. Bah non, il n'y a pas de carte. Donc, ce qui devait être une simplification est parfois une complexité parce que ce n'est pas encore bien, plus de 10 ans après, intégré par nombre d'institutions. Pour les autres, c'est des visas de court séjour. Ceux qui rentrent. Et les visas de court séjour, ça peut être soit pour un motif professionnel, il y a des gens qui viennent pour leur boulot, mais pas pour signer un contrat de travail en France, mais qui viennent faire des affaires, acheter du matériel, participer à un colloque. Voilà, si vous allez, je sais pas, à la porte de Versailles, tous les ans, il y a des salons de ceci ou de cela. Vous voyez les gens qui descendent de l'avion au Orly, ils ont le badge, ils prennent un hôtel juste à la porte de Versailles et ils vont au salon de l'auto, de la foire machin. Donc, on a notre balance commerciale est extrêmement dépendante de la délivrance de visas de court séjour pour des gens qui viennent faire des affaires, acheter du matériel, etc. On ne peut pas se tirer aussi cette balle dans le pied en bloquant des visas pour des gens qui viennent pour des motifs professionnels sans signer de contrat en France. Voilà, moi j'ai des amis tunisiens qui viennent à la porte de Versailles 2 fois par an, il y a le salon de la machine-outil, ils signent des chèques de 50 000 € parce qu'ils achètent du matériel, ils repartent dans la foulée, et ensuite le matériel va leur être livré.
J'ai un monsieur camerounais que j'ai rencontré l'autre jour, il est représentant Renault à Yaoundé. Bah, quand il y a le salon de l'auto, il vient. Il a besoin de venir, ça ne peut pas être en visio, il faut qu'il voit le matériel, etc. Donc, il y a plein de gens qui viennent dans un cadre professionnel. Il y a ceux qui viennent, évidemment, dans le cadre du tourisme, en visa de court séjour. Allez, appuyez sur le buzzer. Est-ce que vous savez, l'année dernière, en France, combien de touristes sont venus en France? Tout confondu. Alors, entre ceux qui ont besoin de visa et puis ceux qui, comme un Américain ou un Japonais, en sont exonérés. Plusieurs dizaines de millions, 60 millions. 60 2 millions. 2 millions. J'ai entendu 80 millions. Plus de 80 millions. Hein, 86, 87 millions. Oui, et c'est le premier pays du monde. Cette année, ça va être 100 millions. 100 millions, ça c'est sûr. On tourne à 90 dans les bonnes années. Bon, ça a été quand il y avait Covid, Gilets jaunes, etc., ça diminue un peu. Mais quand il y a des mouvements sociaux, ça diminue parce qu'il suffit qu'une poubelle brûle sur les Champs-Élysées, CNN diffuse ça et les gens disent oh, non, il ne faut pas venir en France, c'est des barbares. Mais voilà, on est sur des chiffres énormes. Ouais, devant États-Unis, Espagne. Et donc, du coup, vous comprenez que ceux qui viennent dans le cadre du tourisme, il y en a qui oublient de repartir. Vous ne pouvez pas avoir. Je propose qu'on ferme le tourisme. Non, mais voilà, si on veut limiter le nombre d'étrangers en situation illégale, il y a une solution. Hein. C'est de bloquer ça. Par contre, vous mettez 7 millions de Français au chômage. Plus que ça. Parce qu'il y a 7 millions de Français qui sont dépendants directement ou indirectement du tourisme. Je vous parlais, là, je suis passé devant un hôtel, là, juste sur l'avenue du Maine. J'ai juste regardé le prix de l'hôtel. Un hôtel qui, franchement, bon, c'est un 4 étoiles, mais il n'est pas particulier. 1025 € la nuit. J'ai regardé les gens qui sortaient, il y avait le taxi qui était devant, ils ne venaient pas de l'Aveyron ou de la Creuse. Hein. Il n'y a personne qui prend un hôtel à 1000 € la nuit qui est français. C'est globalement des étrangers. Donc, quand je dis qu'on a 7 millions de personnes qui sont dépendantes d'eux, le chauffeur de taxi, il est dépendant d'eux. L'épicerie qui est juste à côté de l'hôtel à Saint-Michel ou autre, même si épicier, ce n'est pas une entreprise touristique, de fait, ils vivent d'eux. Et puis, toute l'industrie du luxe, parce que je viens de Colombes-Saint-Lazare, je passe devant le Printemps et le Galeries Lafayette, c'est Pékin. Hein, l'industrie du luxe, pendant longtemps, voilà, c'était plutôt Tokyo et maintenant c'est Pékin. Voilà, vous prenez le nombre de visas pour des Chinois chaque année, c'est autour de 3 millions de visas rien que pour les Chinois. On avait à peu près 3 millions de visas pour les Russes. Là, le contexte est différent. Paris n'est pas le plus impacté par les moins 3 millions de Russes. Non, mais en France, la Côte d'Azur. Et puis, les quelques sites de montagne, les gros sites, machin. Exactement. Et je ne parle pas de 3 ou 4 dignitaires russes, je parle de 3 millions de Russes qui venaient sur la Côte d'Azur, qui venaient dans les stations de ski. Et du coup, localement, ils ont les glandes, hein, parce qu'ils étaient largement dépendants de ce tourisme-là, à des moyens. Alors bon, parfois, moi j'étais l'autre jour à Nice, Cannes, ils les aiment pas et en même temps ils ont besoin de leur fric. Ils les aiment pas parce que le Russe qui est un peu picolé à l'hôtel, voilà, c'est pas toujours machin. Et en même temps ils disent, au moins quand ils sont là, ils dépensent, etc. Donc voilà, on va atteindre les 100 millions. Je fais un pari, on en rediscute dans quelques mois. Il va y avoir une augmentation de sans-papiers après les JO. Parce que par définition, quand vous avez des gens qui viennent de toute la planète, il va y avoir des sportifs qui ne vont pas repartir, des délégations avec des masseurs, des kinés, des sociales qui ne vont pas repartir. En 2003, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme à Saint-Denis. Le lendemain de l'épreuve de 400 mètres, il y a une Sénégalaise qui a fait médaille de bronze. J'avais un appel du président du club d'athlètes de Reims qui m'a dit est-ce qu'elle peut rester, je voudrais la recruter, etc., etc. Donc voilà, quand on fait rentrer 100 millions de personnes, machin, il peut y avoir des gens qui ne repartent pas
c'est évident. Vous savez, toutes les grandes, j'allais dire toutes les grandes messes, et vous allez comprendre parce que le jeu de mots, quand en France on a fait les JMJ, bah derrière les permanences de sans-papiers ont été saturées. Parce que vous faites venir des gens de toute la planète qui avaient comme seule exigence d'avoir la preuve qu'ils venaient dans le cadre des JMJ, et puis un hébergement, et les hébergements, c'était dans des paroisses, dans des communautés, donc ils avaient machin. Pour certains, ils sont restés. Tu organises les JMJ, tu peux pas dire on fait des JMJ seulement pour des ressortissants de pays riches non soumis à visa. Ça veut dire qu'on ouvre, ça se veut universel, et je vais pas aller plus loin, multiplier les exemples de quand on fait des grands raouts internationaux, de fait, on ouvre les frontières avec des gens qui ne repartent pas. C'est un choix de société. Est-ce qu'on se veut un pays fermé ou ouvert de par le monde? Si on est un pays ouvert, alors on accepte un reliquat de gens qui, de fait, restent. Et puis, vous avez des gens qui viennent, c'est une troisième catégorie, dans le cadre de visites familiales. Vous avez peut-être déjà vu, alors ça n'exclut pas qu'ils fassent du tourisme, mais ils font une demande de court séjour avec un hébergeant qui va aller en mairie faire une attestation d'accueil, ce qu'on appelait le certificat d'hébergement. Ça parle ou pas, hein? Donc, oui, effectivement, parce que ceux qui viennent dans le cadre du tourisme, ils ont une réservation hôtelière, un circuit touristique. Ceux qui, parfois les gens confondent, ils disent je suis venu avec un visa touristique. En fait, ce n'est pas un visa touristique, la grande majorité d'entre eux, c'est plutôt un visa de court séjour lié au fait qu'ils sont venus voir un ami ou de la famille qui est venu faire une demande d'attestation d'accueil en mairie, ce qu'on appelle le certificat d'hébergement. C'est une pièce, cette attestation d'accueil obligatoire, mais pas suffisante. Ça veut dire que si la personne n'a pas d'attestation d'accueil d'hébergeant, elle n'aura pas de visa, mais ce n'est pas parce qu'elle a un hébergeant que pour autant, elle aura un visa. Vous avez des gens qui en sont à 4 ou 5 demandes de visa, à chaque fois recalées, alors qu'ils ont eu l'hébergeant qui leur a fait l'attestation d'accueil. Ça va, vous comprenez l'idée? Donc voilà, on a tout cela qui rentre. Donc le visa de court séjour, la règle, c'est 3 mois maximum. Allez-y. Donc long séjour, c'est à durée limitée. C'est à durée limitée, au maximum 3 mois, mais chaque fois, c'est à durée limitée. Ah oui, non, ça, alors, des gens peuvent demander 3 mois, ils peuvent avoir un visa de court séjour 15 jours. Ah oui, il y en a qui ont 1 mois. C'est le maximum qu'on puisse vous donner, c'est 3 mois. Mais voilà, il y en a qui ont des. C'est discrétionnaire, ça? Ah, complètement. Complètement. Pour pas dire arbitraire. Voilà. Alors, il y a un truc qui est un petit peu compliqué, mais je préfère vous le dire parce que c'est des choses que vous pouvez voir. On a des gens qui peuvent avoir des visas qu'on appelle à entrée multiple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont déjà eu plusieurs fois des visas court séjour et qui à chaque fois sont repartis. Donc on dit ceux-là, ils sont fiables. On ne vous donne jamais en première intention un visa à entrée multiple. C'est quelqu'un qui a été testé et approuvé, qui a déjà eu, que ce soit pour le boulot, pour de la famille, des visas de court séjour, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis un jour, il vient au consulat et là, bingo, on lui donne 3 ans ou 4 ans. Mais ça ne lui permet pas de s'installer. Ça lui permet, pendant ces 3 ou 4 ans, de venir autant de fois qu'il veut pour des séjours ne dépassant jamais 3 mois. C'est un droit de tirage, un chèque en blanc pour des gens testés et approuvés. Alors, des fois, les professionnels sont un petit peu étonnés parce qu'ils voient, je vais prendre le truc, c'est marqué 2024-2027 sur son visa, mais ce n'est pas un visa de long séjour. C'est un visa, en fait, qui est à entrée multiple, qui lui permet de faire des allers-retours, parce que l'idée, c'est aussi d'alléger le taf des consulats. Moi, j'ai un ami tunisien qui vient, je disais, 2 fois par an pour acheter du matériel. Ça veut dire que 2 fois par an, comme il est dans le sud de la Tunisie, il doit monter à la capitale pour prendre une nuit d'hôtel, dormir à côté de l'ambassade, obtenir le visa que de toute façon, on lui donne à chaque fois. Et un jour, sans qu'il ait rien demandé, on lui a donné 3 ans. Ce qui allège le boulot, lui, ça l'arrange, puis ça allège le boulot de l'ambassade qui, de toute façon, dit celui-là, il est fiable. On l'a testé, on sait qu'il repart. Et donc, on lui donne un visa à entrée multiple. Ça va du coup sur la distinction entre les deux. Ça, c'est important quand vous recevez des gens. Il y a, je vous ai dit, finalement 3 catégories. Il y a ceux qui sont rentrés illégalement. Il y a ceux qui sont rentrés avec un visa
d'installation, et puis il y a ceux qui sont rentrés avec un visa de court séjour. Il n'est pas exclu que les gens qui sont rentrés avec un visa d'installation aussi basculent dans l'irrégularité. Parce qu'on peut avoir un étudiant qui ne repart pas à la fin de ses études ou qui multiplie les échecs qui font que, vous connaissez bien le milieu, on leur demande la preuve de leur progression, etc., etc. On a des étudiants qui basculent sans papier. On a des gens qui sont rentrés par le travail et puis finalement leur contrat n'a pas été renouvelé, qui basculent sans papier. Vous avez madame ou monsieur qui est rentré par le regroupement familial ou conjoint de français, il se sépare, non-renouvellement du titre. C'est quelqu'un qui a été en situation régulière et qui, du coup, bascule dans l'irrégularité. Donc, vraiment, moi, quand je reçois des sans-papiers, ça fait partie des premières questions que je pose, c'est vous êtes rentré comment? À quel titre? On ne peut pas, évidemment, confondre tous les cas de figure qui sont là. Alors, je tourne cette page-là. On va reprendre du coup un enjeu important. Quelqu'un qui arrive en France avec un visa de long séjour, la première étape, sauf des exonérations prévues par la loi, c'est d'aller à l'OFII pour signer le contrat d'intégration républicaine qui s'appelait pendant longtemps le contrat d'accueil et d'intégration. Donc, ceux qui arrivent en France sont tenus de passer par les plateformes de l'OFII, signer un contrat d'intégration. Alors, il y a des exceptions prévues par la loi. Les étudiants qui sont exonérés du contrat d'intégration, les travailleurs saisonniers qui viennent pour 6 mois cueillir des melons dans le Var ou dans le Gard, ils sont exonérés. Il y a des exonérations. Les Européens ne passent évidemment pas par tout ça. Et la grande majorité des étrangers doivent passer par les plateformes OFII. Avec, du coup, sur ce contrat d'intégration, et je vous ai mis les textes, vous verrez, du coup, c'est extrêmement détaillé, plusieurs volets du contrat d'intégration. Il y a un volet présentation des valeurs de la République, avec une intervention, un film, avec quelqu'un qui leur explique la laïcité, les grands principes de. Il y a un deuxième volet qui est aussi un volet assez court en durée, qui est présentation des institutions. C'est quoi la mairie, la CAF, etc. Et puis, c'est le volet le plus important pour vous, un volet possiblement cours de français, linguistique. La personne, on lui fait un test à l'entrée pour voir si elle a ou pas un niveau, si oui, lequel. Elle peut être exonérée des cours de français si elle a déjà une maîtrise du français ou s'il a un diplôme. Il y a une liste comme ça de diplômes qui permettent de, ou si la personne elle a fait ses études au lycée français, que sais-je, ou autre. Donc, il y a des gens qui vont. Les volets présentation des valeurs, etc., c'est obligatoire pour tout le monde. Le volet cours de français, c'est du sur-mesure. Et donc, on leur fait un 65. Pardon ? Voilà, c'est ça. Il peut y avoir des exonérations liées à l'âge ou à la maladie. Une exonération pour les cours au-dessus de 65 ans. Parce que maintenant, il faut qu'il y ait des niveaux pareils. Ouais, c'est pas une exonération de droit, mais ça peut leur être. Puis pareil pour des étrangers qui sont en situation médicale ou handicap ou autre, il peut y avoir quelques exos, mais voilà, le principe c'est que tout le monde y passe, et donc on est sur 200, 400, jusqu'à même 600 heures de cours. Le contrat d'intégration, il est d'une durée d'1 an, et ça veut dire que les cours sont étalés sur cette durée. Et donc, ces cours de français, c'est des opérateurs privés. Ce n'est pas l'OFII qui les met en place, c'est l'OFII qui prescrit. Mais dans chaque département, il y a eu des appels d'offres, des appels à projets avec des structures qui ont candidaté pour assurer, alors les uns, le module présentation des valeurs de la République, les autres, présentation d'eux, et puis les autres, on candidate pour être cours de français dans le cadre du contrat d'intégration. Pendant quelques années, je présidais une fédération de centres sociaux, précisément celle des Hauts-de-Seine,
J'entendais qu'il y a des gens de Bagneux, etc. Donc, le centre social de Bagneux faisait partie, évidemment, de la fédération. On s'était posé la question, le réseau des centres sociaux et culturels, puisqu'on fait des cours de français, on n'a pas attendu ni Darmanin, ni qui que ce soit pour faire des cours de français dans les quartiers. Quand on n'avait plus de financement pour les cours de français, on s'est dit, est-ce que on rentre ou pas dans ce dispositif? Question politique, du coup, là, il y a de la thune. Là, il y a de la thune. Sauf qu'on a vite compris qu'il y avait un enjeu éthique et déontologique extrêmement compliqué, parce que là, c'est des cours de français qui sont exclusivement pour des gens qui ont un titre de séjour avec numéro du contrat d'accueil et d'intégration. Or, les cours de français des centres sociaux et culturels, on ne demande pas. Ça peut être un primo-arrivant, mais ça peut être quelqu'un qui est là depuis des années, quelqu'un qui machin. Donc, on s'est dit déjà, si on. Voilà. Donc, il y avait quelque chose qui est. Et puis surtout, je veux dire, les cours de français dans le cadre du contrat d'intégration, si la personne ne vient pas, l'opérateur doit signaler les absences répétées avec les conséquences que ça peut avoir. Alors que dans les cours de français d'un centre social de quartier, les gens viennent ou ils ne viennent pas, on n'est pas. Donc il y a quelque chose qui a fait que le réseau des centres sociaux a refusé d'eux. Non, après, il y a des gens qui ont candidaté. Après, chacun, voilà, politiquement, on s'est dit c'est trop contraire à notre vision de l'intégration et de l'apprentissage linguistique que de rentrer dans des dispositifs contraignants, sanctionnants et qui sont en plus discriminants, puisque c'est seulement pour des primo-arrivants et pas la mère de famille qui est là depuis 10 piges. Bon. Non, ça va, vous comprenez les enjeux déontologiques que ça a posé. Bon, donc, c'est des opérateurs divers et variés, par département. L'OFI dit, voilà la liste des opérateurs, allez faire vos cours à tel ou tel endroit. Et, il y a des opérateurs associatifs aussi. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je dis opérateurs privés, donc privés. J'entends pas nécessairement libéral, j'entends associatif. Je sais que certaines fédérations s'y sont lancées alors que d'autres n'ont pas voulu. C'est des choix politiques qui sont liés à nos statuts, à notre vision d'eux, ça là-dessus. Non, quand je dis opérateur privé, que j'entends. Voilà. Il n'y a pas eu de cours publics au sens strict du terme. C'est pas l'État qui met en place les cours, c'est l'État qui prescrit. Des appels d'offres. C'est des appels d'offres. J'allais dire qui finance. Faut quand même juste redire que les cours de français dans le cadre du contrat d'intégration sont rattachés à une ligne budgétaire du budget de l'État qui est en fait financée par les taxes sur les cartes de séjour. Donc, c'est les étrangers qui financent les cours. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'une carte de séjour, c'est 250 €, ce qui n'est pas le prix de la carte elle-même, qui coûte 20 centimes. Cours ou non? Quasiment. C'est-à-dire qu'il y a des tableaux après, selon les cartes, etc. Mais la moyenne, c'est 250. Et si en plus vous étiez sans papier, vous devez payer un visa de régularisation, une taxe de régularisation qui coûte 340. Ça veut dire que vous avez des gens qui doivent payer 600 € le jour où on leur donne un titre de séjour. Et bien ça rentre dans une ligne budgétaire dédiée aux politiques d'intégration. Je vais reprendre plus loin parce que ça va bouger avec la loi Darmanin. Alors, du coup, je disais, donc vous avez compris, les gens, selon leur niveau, on leur prescrit. Bon, avant la loi Darmanin, la seule obligation qui était faite aux personnes, c'était de respecter les modules qui avaient été posés, mais il n'y avait pas, et ça c'est absolument essentiel pour vous, une obligation de résultat. Ça veut dire qu'il fallait juste qu'ils aillent au cours, mais même s'ils ne progressaient pas dans le cadre de leur apprentissage de français, ce n'était pas sanctionné. Ce qui était sanctionné, c'était leur absence. Ou sur les valeurs de la République ou autres, c'était leur absence. Voilà, mais pas du tout un contrôle du niveau en début et un contrôle du niveau à la fin. La loi Darmanin, là, du coup, nous fait passer à une obligation de résultat. Et ça vient d'où? C'était en fait un rapport du sénateur Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine très à droite, qui il y a quelques années fait un rapport sur l'immigration. Il disait c'est trop facile, les gens, même s'ils vont au cours de français, qu'ils
n'écoutent pas, font pas d'efforts. Pour autant, on ne sanctionne pas l'absence d'efforts, machin. Et donc, il avait proposé, Carucci, ça avait été enterré, cette proposition, elle s'est été réactivée au moment de la loi Darmanin, l'idée qu'on puisse sanctionner pas simplement les absences, mais l'absence de progression dans les cours de français. Ça va, vous comprenez l'enjeu, je vais le détailler, mais ça, c'est un tournant absolument crucial des politiques linguistiques, obligation de résultat. Oui, question ou remarque d'ailleurs. On peut partir de la question pour plus tard, mais sur l'obligation de résultat, il y a deux choses que j'ai bien comprises dans la nouvelle loi, c'est ça, sur quelle base, comment ça va être contrôlé, comment ça va être mesuré, cette affaire. Et deux, il y a l'histoire qui est un peu différente, de l'examen civique. Oui. Alors, voilà, donc ça c'est. Oui, non, bien sûr. Il y a encore des zones d'incertitude. On va peut-être faire une pause. Oui, je suis juste au bout de cette, si vous permettez. Il y a encore des zones d'incertitude parce que ce que je suis en train de vous dire là, l'augmentation du niveau 2 rentre en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. J'insiste là-dessus. Je dis au plus tard. Ça peut sortir demain, comme ça peut. C'est au plus tard au 1er. Donc cette disposition n'est pas encore. Et donc les décrets d'application de ce volet-là de la loi Darmanin ne sont pas sortis. Mais voilà, donc du coup, il y a plein d'interrogations. Je vais, après la pause, vous les livrer. Il y a plein de doutes sur tout ça, mais vous n'êtes pas réveillé, du coup, il vous réveille. Ça fait 2 fois qu'il vous réveille. Donc vous comprenez, je peux apporter des éléments de réponse et je ne peux pas répondre à tout. On est très inquiet sur comment tout ça va s'organiser. Mais voilà, ce n'est pas d'application immédiate. Il y a des dispositions de la loi Darmanin qui sont rentrées en vigueur, des fois même pour certaines, avant même que la loi soit publiée au journal officiel, que c'était déjà en œuvre. Ça, là-dessus, il y a cet aléa-là. On n'a pas de lisibilité. Mais ce que je voulais poser, et on fait la pause, c'est vraiment ce tournant où on passe d'une simple présence au cours à une obligation de progression par rapport au niveau initial que vous aviez à l'entrée, et donc avec une sanction à la non-progression, et donc une pression très très forte alors pour les apprenants, mais aussi une pression très forte sur les formateurs, parce que du coup, la personne, elle est très angoissée, elle vous transmet son angoisse à coup sûr, parce que il y a cette obligation, alors qu'avant, il pouvait être assez tranquille. Pour certains, trop tranquille, puisque du coup, c'est ça qu'on reproche. On dit, ils viennent juste, ils font pas d'efforts et donc il faut les obliger à progresser. Oui, je ne sais pas si certains connaissent. Oui, non, mais allez-y, et puis je vais prendre. Ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, même si les gens ne progressent pas, je dirais que le formateur va valider le niveau attendu. Il donne une attestation qui n'est pas acceptée en préfecture. Ça, je le sais réellement parce que j'accompagne quelqu'un qui, en fait, est un Sénégalais qui parle très bien français à l'oral, mais à l'écrit, il est en accès à l'écrit. Et donc, on lui a donné le niveau A1. Et moi, je peux vous dire qu'il n'a pas le niveau A1 puisque je suis formatrice. Mais ils lui ont donné une attestation. Alors, il est content, mais le problème, c'est que si jamais il veut, ensuite, il a une carte maintenant de 2 ans, si jamais il veut, je dirais, une carte de 10 ans et après, ça ne marchera pas. Il faudra qu'il ait un diplôme. Oui, mais de toute façon, là, voilà, là-dessus, on attend de savoir qui, demain, avec le décret, va certifier l'obtention du niveau. Et par ailleurs, est-ce que c'est une certification gratos ou à nouveau privatisation du service public comme pour la nature? Parce que sur la naturalisation, je vous rappelle qu'avant Sarkozy, c'était gratuit. C'était les agents de préfecture qui regardaient si la personne avait le niveau.
Alors, c'était... C'était pas toujours gratuit parce qu'il y avait des dessous de table. Non, mais C'est voilà, important. officiellement gratuit, mais c'était nul, parce que l'agent de préfecture qui maîtrisait a déjà parfois lui-même à peine la langue française, c'était lui qui certifiait. On a privatisé les tests de français dans le cadre de la NATU à l'époque des lois Sarkozy. L'un des points d'interrogation des décrets à venir, c'est qui va contrôler. Est-ce que ce contrôle, ça va être l'OFII qui le fait gratuitement, ou on renvoie vers des opérateurs, peut-être même les mêmes qui ont assuré les cours, qui délivreront le sésame. Ça fait partie des points de questionnement. Il y avait une dernière remarque et puis on se fait la pause. C'est pas par l'intention du DEL, c'était le DEL, et il y a eu un payant moment où c'était financé, c'est-à-dire qu'il faisait une formation et il passait l'examen. Et là, c'était officiel. Tandis que là, ils ont une attestation, attestation du fond, qui ne fonctionne pas la préfecture. Vous voulez, allez-y, puis on va faire là. Moi, je ne veux rien parce que je travaille en atelier de formation, je connais les je me permets, c'est tout personnel. Oui. Moi, j'ai arrêté de prendre de formation parce que c'est des opérateurs. Vous venez dans une salle avec tous les niveaux. Et donc, on vous donne un groupe avec des obligations de résultats qui sont. Vous avez du A1 point avec du A2. Les gens scolarisés, pas scolarisés. Donc, à un moment, l'opérateur de formation va avoir son groupe. À un moment, c'était pas des formateurs qui. C'était il y a 4-5 ans. Qui donc attestaient du résultat. Et après, ils se sont retrouvés obligés d'attester du résultat. Donc là, il y a une partie très compliquée. Parce que oui, en même temps, si je n'ai pas un bon résultat, ces papiers, etc., donc, il y a une confusion en plus. Parce que la personne, elle se dit, mais je ne peux pas le faire ça pour lui par rapport à sa situation. Bien sûr. Et en effet, les DELF et les DALF, mais au même titre que d'autres langues comme le TOEIC, que l'anglais, et pourquoi c'est mis aussi en place, c'est qu'en effet, dans la loi, personne n'a le droit d'attester d'un niveau de langue. C'est pour ça qu'il y a des organismes partout dans le monde pour des niveaux de langue, pour oublier l'affect. Et on voit tous qu'on va faire en début d'année une évaluation de niveau. Un va vous dire, oui, c'est du A1+, non, moi c'est du A2. Et il y a des discussions chaque année, où est-ce qu'on les met. Et en fait, les fameux DELF, c'est pour, en fait, il y a un cadre. C'est juste ce côté, à tort ou pas à tort. Et c'est vrai qu'aussi, l'obligation de résultat, aller voir l'OFII, ce que j'ai toujours refusé. Et attention, le problème de l'OFII, un formateur OFII est un formateur qui a un Master 2 en FLE. Vous ne pouvez pas être un formateur de groupe OFII, ce qui peut se comprendre aussi parce qu'ils veulent des professionnels. Il va falloir trouver le monde pour former tous. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas d'application immédiate. C'est-à-dire que quand ils ont dit il faut augmenter le niveau, il y a quelques parlementaires qui ont dit mais attendez, derrière, est-ce que ça va suivre en termes d'intendance parce qu'il y a déjà des listes d'attente pour les cours et ceci ou cela. Donc, c'est bien de dire on augmente, machin, on met une obligation de résultat. Il faut derrière trouver. Donc, la non-publication des décrets, ça a à voir aussi avec le fait qu'il faut derrière déployer. Sauf que, on va peut-être arrêter. Ouais. Sauf que là, les dates butoirs, c'est le 1er janvier 2026. Ouais. On est en mai 2024. On voit bien comment en 18 mois, ça va pouvoir se mettre en place. C'est un truc de longue haleine. Ouais, mystère. On se fait la pause? Et les cours en France.